11 des 12 sièges du dodécathéon olympien sont occupés. Plus qu'un, et celui-ci sera complet. Trouver cette dernière divinité s'avère en apparence facile. Un bon nombre des dieux du dodécathéon sont en couple, voire mariés. Zeus et Héra, Héphaïstos et Aphrodite, et même Poséidon s'est trouvé une épouse. Amphitrite, une Néréide, c'est-à-dire une nymphe de la mer, fille de Nérée, lui-même fils de Gaïa et de Pontos. Or, leurs enfants sont fortement liés à l'eau. Ils ne sont donc pas les mieux placés pour se retrouver au sommet du mont Olympe. Concernant Aphrodite et Héphaïstos, vous le savez, il s'agissait d'un mariage arrangé, et donc on peut dire qu'Aphrodite ne partage pas beaucoup, si ce n'est pas du tout, la couche d'Héphaïstos. Donc pour ce couple, aucun enfant en vue. Et les enfants que Déméter a eus avec ses frères? Eh bien, désolé pour Arion, mais il a beau avoir le pouvoir de parler, un cheval dans le dodécathéon des dieux, ça branche pas trop de Zeus. Quant à Perséphone, sa mère se montre assez protectrice avec elle. Hors de question qu'elle entre dans la politique divine. Et qu'elle approche les prédateurs sexuels que sont les frères de Déméter. Il reste donc Zeus et Héra. Pourquoi ne pas faire un troisième enfant? Eh ben, parce que ce serait pas drôle. Enfin, quelle question idiote. Ainsi, Zeus va nous trouver LA solution pour avoir ce dernier dieu. L'adultère. Après tout, Héra a failli tuer les 2 derniers enfants illégitimes de Zeus. Alors pourquoi ne pas recommencer? Je pense que Zeus prend un malin plaisir à voir Héra enragée, ce gros connard. Et comme Zeus aime l'ironie, il va jeter son dévolu sur une des filles de son pire ennemi de la titanomachie, Atlas. Ce dernier a eu 7 filles avec une océanide du nom de Pléionée, qu'on appelle en l'honneur de leurs parents les Pléiades ou bien les Atlantides. Maïa, la plus belle de ses sœurs, était une Oréade qui vivait sur le mont Silène, aujourd'hui appelé le mont Kylini, en Arcadie. Et ça arrange bien Zeus. Parce qu'avec les événements de ses infidélités passées, le traitement réservé par Héra aux maîtresses de Zeus faisait trembler plus d'une femme sur lesquelles le roi des cieux posait les yeux. Alors une nymphe qui vivait au fond d'une grotte, c'était parfait. Zeus mit donc secrètement Maïa enceinte qui elle-même put secrètement mettre au monde un petit garçon qu'elle nomma Hermès. Et Hermès s'avéra être le bébé le plus précoce que le monde n'ait jamais connu. On notera qu'à chaque fois qu'une nouvelle déesse naît, elle est plus belle que la précédente qui était déjà la plus belle femme que le monde n'ait jamais accueillie, et que là on a un bébé qui est le plus précoce que le monde n'ait jamais connu, alors que le bébé précédent a été sage-femme dès les premiers instants de sa vie. Comme quoi, dans la mythologie grecque, il y a toujours besoin d'en faire plus. Bref. Si Artémis était effectivement devenue sage-femme dès la naissance, Hermès faisait lui preuve d'une vivacité d'esprit sans égale. Dès le premier quart d'heure de sa vie, il parcourut la grotte de bout en bout, tout en discutant avec sa mère. 5 minutes plus tard, il lui demanda de la lumière pour mieux voir dans l'obscurité. Elle n'eut pas le temps de lui en fournir qu'il frappa de pierre au-dessus de brindilles. L'étincelle embrasa l'herbe sèche sous les yeux de sa mère, éberluée. Personne n'avait jamais allumé un feu de la sorte. On se demande comment ils allumaient leur feu du coup. Avec un briquet peut-être. Après une demi-heure, finalement bien dressé sur ses 2 pieds, il déclara à sa mère qu'il avait besoin de se dégourdir les jambes. Il sortit donc et marcha sans vraiment savoir où il allait. Il se mit à chantonner un air si mélodieux que les rossignols se mirent à l'imiter. Depuis, il tente encore et toujours d'égaler cet air si harmonieux. Hermès s'arrêta finalement devant un troupeau de magnifiques vaches. Il les appela à lui, mais sans succès. Elles l'ignorèrent complètement. Le bambin réfléchit alors à un moyen de diriger ses têtus bovins. Il arracha finalement des hautes herbes qu'il tressa pour en faire des fers à vaches. C'est un fer à cheval, mais sous le pied des bovins, quoi. Et en herbe. Il ramassa ensuite un long bâton qu'il utilisa pour rassembler les bêtes. Ensuite, il les dirigea pour les amener jusqu'à la grotte de sa mère, à reculons, s'il vous plaît. Tout ce plan servait en effet à cacher le larcin qu'il venait de commettre. Il était donc extrêmement conscient du fait qu'il venait de commettre un vol. Hermès pointa ensuite une tortue du doigt, demandant à Maïa d'en cuisiner la chair avec de l'ail et du fenouil afin d'en faire une soupe. Lui s'occuperait du plat principal, du bœuf. Il emprunta un couteau et égorgea une des vaches afin d'en cuisiner la viande.
Selon les dires de Maia, ce repas fut le plus succulent qu'elle n'ait jamais mangé. Hermès étendit ensuite les boyaux du bovin au-dessus du feu afin de les faire sécher et se mit à travailler la carapace de la tortue. Le bébé était extrêmement débrouillard mais également très intelligent, et ça vous l'avez déjà probablement remarqué. Et ce qui ne lui avait pas échappé, c'est que ce troupeau n'était pas un troupeau normal. Ce troupeau était en effet propriété d'Apollon. Ce dernier, ayant eu vent de la disparition de ses bêtes, se rendit directement sur place. Le troupeau était censé se trouver au nord des champs de Thessalie, en Pirée. Hermès avait donc parcouru une sacrée distance. Apollon put attester de la disparition de son troupeau, ne trouvant sur place que des traces de chevaux qui semblaient pourtant mener à son pré. Mais parmi les traces, il retrouva les empreintes de pas d'un nourrisson. Pour Apollon, il était clair que le voleur était doué et aguerri, et qu'en plus de cela, il se moquait de lui. Pourtant, il ne comprenait pas qui avait pu lui jouer ce tour. Cela ne ressemblait pas à Artémis. Arès était trop bête pour avoir monté un tel plan, et les autres dieux étaient trop occupés. Mais alors qui? C'est alors qu'il remarqua une grive, cet oiseau, posé sur une branche. Rapide comme l'éclair, il décocha une flèche qui tua l'oiseau en un instant. Apollon lui ouvrit l'abdomen, et dans les entrailles de l'animal, le dieu des oracles lut ce qui s'était passé. C'était donc bien un bébé qui avait volé son troupeau, et il savait exactement où le trouver. C'est donc plein de colère qu'Apollon prit la direction de la grotte de Maia et d'Hermès. Arrivé au pied du mont Silène, Apollon entreprit son ascension alors qu'un doux son parvenait à ses oreilles. Il n'avait jamais entendu pareille musique, et elle était si douce et harmonieuse qu'elle en faisait presque oublier à Apollon la raison de sa venue. Le dieu atteint l'entrée de la grotte alors que la musique s'était stoppée. Deux belles pièces de viande disposées sur une pierre firent immédiatement ressurgir la colère d'Apollon. Il hurlait sa fureur alors qu'il entrait dans la grotte. Maia lui intima de faire moins de bruit, pointant du doigt son bébé à peine endormi. Mais Apollon n'avait que faire du sommeil de ce voleur de vaches, et il gronda Maia pour avoir laissé son enfant commettre un tel acte. Émerveillée par la vivacité de son enfant, elle ne pouvait toutefois pas imaginer que celui-ci, alors âgé d'à peine un jour, ait pu commettre un tel larcin. Et c'est au milieu de ces échanges houleux qu'Hermès sortit de sa courte torpeur. Il demanda au dieu de se calmer, car il avait besoin de repos après la longue nuit qu'il avait passée à ramener les bêtes. Apollon était stupéfait de la bêtise de cet enfant qui venait d'admettre son crime. Il attrapa l'enfant, prêt à lui mettre la pire raclée de sa courte vie. Mais un étrange objet composé d'une carapace de tortue tomba au sol et produisit un son que le dieu reconnut immédiatement. À cette carapace étaient reliées deux baguettes, en tenant une troisième transversale à laquelle étaient accrochés des boyaux séchés. Apollon reposa Hermès pour saisir l'objet. Il en pinça une corde qui produit le doux et mélodieux son qu'il avait pu entendre alors qu'il grimpait le mont Silène. Apollon questionna Hermès sur la provenance de cet étrange objet qu'il tenait dans ses mains. Hermès lui répondit qu'il s'agissait simplement d'un instrument qu'il avait fabriqué la veille alors qu'il s'ennuyait. Et en quelques secondes à peine, Hermès se retrouva à montrer à Apollon comment jouer de cet instrument nommé lyre. Après un moment à gratter ensemble, Apollon revint à ses moutons. Enfin à ses vaches. Apollon informa Hermès que le crime qu'il avait commis, à savoir voler son bétail et tuer deux de ses vaches sacrées, ne pouvait rester impuni. Hermès s'adressa alors au dieu. « Tu es Apollon, n'est-ce pas? Nous sommes donc demi-frères. Ma mère m'a expliqué l'arbre généalogique de notre drôle de famille hier soir. Tu m'excuseras, mais j'avais besoin de ces vaches. En effet, je comptais t'offrir cette lyre, mais je ne pouvais pas la fabriquer avec les boyaux d'une quelconque vache. De plus, je souhaitais faire une offrande digne de ce nom au dieu. Ma mère m'a appris les rites. Hier, nous avons donc découpé 12 steaks de ces deux vaches. Nous en avons offert 11 au dieu, et nous nous sommes partagés la 12e. J'espère d'ailleurs que cela t'a plu. Et puis, je n'ai pas besoin des autres vaches, donc tu peux les reprendre. » Déboussolé, Apollon se laissa manipuler par le jeune dieu. Flatté par le cadeau bien choisi d'Hermès et l'offrande faite au dieu, celui-ci pardonna l'affront fait par son demi-frère. Celui-ci avait d'ailleurs une demande à lui faire, l'amener sur le mont Olympe afin de rencontrer son illustre père. Apollon accéda à sa demande et le bébé se retrouva rapidement dans la résidence des dieux. Et la vivacité d'Hermès y fit mou. Le fumet des offrandes de la veille avait plutôt bien préparé le terrain. L'accueil du jeune dieu fut donc chaleureux. Et c'est en étant tout aussi malin qu'il se fit très bien voir des autres dieux, son très jeune âge jouant probablement en sa faveur.
Même Héra montra de l'affection au jeune bambin, alors qu'elle savait très bien d'où il venait, encore une fois. Zeus lui trouva assez rapidement son rôle divin. Sa vivacité de corps et d'esprit sera mise au service des dieux, dont il devint le messager. Afin de mettre en avant sa rapidité, voire de l'améliorer, Héphaïstos conçut pour Hermès des sandales ailées nommées Pédilla. Hermès remercia son frère en le serrant dans ses bras, si chaleureusement et avec tant de gentillesse que cela toucha le forgeron en plein cœur. Il était si heureux qu'il décida de fabriquer un autre cadeau pour son frère. Il s'agissait d'un casque, lui aussi surmonté d'ailes, le pétase. Et comme cela ne semblait pas suffire, Héphaïstos lui fit un dernier présent. Un bâton en argent surmonté d'ailes, autour duquel s'enroulaient 2 serpents. Le Kérikeion. Le récit du larcin d'Hermès atteint rapidement l'Olympe. C'est donc assez logiquement qu'il devint le dieu des voleurs, des vauriens, des menteurs, des escrocs, des farceurs et des conteurs. Grâce à ses talents, il se fit également une place dans les sciences et notamment dans la médecine. Il devint également le représentant des marchands, du commerce, des gardiens de troupeaux, des routes et du voyage. Le plan d'Hermès avait fonctionné à la perfection. Dès le départ, celui-ci convoitait ce 12e trône olympien. Il avait beaucoup d'ambition et celle-ci avait payé. Et pour remercier son demi-frère Apollon de l'avoir quelque peu manipulé pour arriver à ses fins, Hermès lui céda la lyre et la musique. Ce dernier changea quelque peu la carrure de l'instrument pour le rendre un peu plus divin. Et c'est ainsi que le 12e siège du dodécathéon olympien trouva son postérieur à supporter. Zeus, Héra, Hestia, Poséidon, Hadès, Aphrodite, Arès, Héphaïstos, Athéna, Artémis, Apollon et Hermès. Le compte est bon. Le dodécathéon est enfin complet. Fini la recherche de Dieu. Un repos bien mérité s'impose. En fait non. Zeus souhaite encore s'amuser. Et pour ce faire, il a une idée bien précise en tête.